qui dit première blogueuse de Côte d'Ivoire dit avoir un blog. Tout à fait. Aujourd'hui, malheureusement, il y a cet amalgame de Blog blogueurs. et de site. Ça va dans tous les sens. Mais de véritable un blogueur à l'époque, et tu avais su Israël d'ailleurs qui t'a expliqué, c'est vraiment une plateforme en ligne qui est comme un site internet. Aujourd'hui, on appelle tout site internet. Mais c'était vraiment ça, c'était une plateforme en ligne qui est sortie une sorte de journal en ligne. Donc, mon blog, il est toujours là. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans City Mag, le podcast qui met en lumière des personnes et des personnalités qui impactent positivement leur environnement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une dame qui est une figure emblématique de la gastronomie en Côte d'Ivoire et une véritable ambassadrice du tourisme culinaire africain. Elle est fondatrice du premier blog culinaire ivoirien, Afro Foodie. Elle œuvre depuis 2012 à transformer le narratif du continent africain à travers ses cuisines et ses cultures riches et variées. Elle a l'intime conviction qu'on peut devenir un levier de développement économique et aussi un atout majeur pour l'attractivité touristique de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Yasmine Fofana. Bienvenue Yasmine. Merci beaucoup de me recevoir. Aujourd'hui, c'est une cuisine un peu spéciale et c'est toi l'ingrédient principal. Du coup, c'est toi qu'on va cuisiner. Il n'y a aucun problème. Donc, j'espère que tu es prête pour ça. Je suis prête, allons-y. Donc, on y va, c'est parti. Avec la première question, avec tous les diplômes que tu as obtenus et toutes les expériences que tu as eu à faire aux États-Unis, en Grande-Bretagne, on se demande, mais comment est-ce qu'on se dirige vers la gastronomie? C'est une très bonne question pour commencer. C'était pas prévu. Ah, absolument pas. On est curieux, on veut savoir. C'était absolument pas prévu. Qu'est-ce qui était prévu au départ? Pour une enfant unique, c'était d'exceller à l'école. Donc ça, je pense que ça va. Oui. Et puis, à l'époque, c'était pour faire un bachelor en administration des affaires, c'est déjà ce que tous les Africains qui allaient aux États-Unis à l'époque faisaient. Donc, c'était le truc le plus classique qui soit. Okay, donc, tu rentres, soit tu travailles dans une banque, soit tu travailles dans une... En tout cas, avoir la carrière conventionnelle qu'on connaît. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas demandé à ma mère exactement où elle me voyait, mais en tout cas, dans un métier très, très conventionnel. D'accord. Voilà. Donc, et puis le virement vers la gastronomie. Oui, le virement, enfin oui, ouais, on va dire ça comme ça. C'est arrivé déjà, je pense que le fait que j'ai eu l'opportunité et la grâce de faire mes études supérieures aux États-Unis a beaucoup contribué à ça. Je me suis retrouvée là-bas, j'avais 17 ans, donc je connaissais rien de la vie. Oui. Et je pense que ça m'a vraiment formée, en fait, ça a formé la jeune femme que j'étais en train de devenir. Oui. Donc, j'habitais dans une sorte de résidence internationale. Oui. Ma colocatrice était japonaise. Mes meilleures amies de l'époque étaient vietnamiennes, coréennes, françaises. J'ai rencontré des gens de l'Ouzbékistan pour la première fois. Je ne sais même pas où c'était sur la carte. Donc, je pense que le fait d'être exposée à différentes cultures, un véritable melting pot. Oui. Et mes moments favoris, c'était ce qu'on appelait justement le potluck dinner, ce qui signifie que chacun doit ramener quelque chose de son pays. D'accord. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, je pense qu'avoir tout ça a réveillé quelque chose en moi, en fait. Le fait de découvrir, et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, de découvrir une culture ou un pays à travers sa culture culinaire ou à travers son héritage culinaire, tout simplement. Et quand je suis rentrée des États-Unis, je trouvais dommage, en fait, qu'il n'y avait pas de plateforme pour des Ivoiriens faite par une Ivoirienne qui parlait justement de ce qui se mange ici. Que ce soit le dernier restaurant en vogue, que ce soit le maquis qui fait le meilleur choukouya, ou que ce soit voilà, où trouver les meilleurs boflotos d'Abidjan, tout simplement. Donc, c'était ça. Et donc, c'est comme ça que l'idée est partie. Tout simplement, oui. Et on va dire, quand on crée un blog avec on va dire, la situation à l'époque, puisque c'est depuis 2012. Est-ce que, on va dire, avec Internet qui n'était pas assez introduit auprès des Ivoiriens, on se dit que c'est un obstacle? Non, pas du tout. Après, je n'avais aucune vision. J'avais aucune vision pour ce truc. Ah oui. Je me suis juste dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que j'avais vu. Et je pense que c'est ça la beauté de pouvoir voyager ou d'être exposé à différentes choses. Si tu sais que ça fonctionnait ailleurs, tu peux faire. Pourquoi moi, je ne pourrais pas faire, même si je suis en Côte d'Ivoire, même si voilà, il n'y a pas forcément d'accès à Internet dans telle ou telle ville. Pourquoi je ne peux pas faire, tout simplement. Exactement. Et donc, pour moi, c'était vraiment une solution à un problème d'abord personnel. Où aller manger,
tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, l'engouement était tel que, et surtout même des personnes de la diaspora, parce que qui se sentaient connectés à Abidjan, étant loin. Tu sais, tu te cherches à te raccrocher à tout ce qui te rappelle ton chez-toi. Donc, c'était ça. C'était de savoir qu'il y a tel resto qui a ouvert, elle allait manger ici, c'est bien. Quand je vais venir, je vais faire ça. Oui. Et puis, au fur et à mesure, c'est passé comme ça. Donc, c'était vraiment un beau concours de circonstances. Bien sûr, bon, Dieu me montrait la voie, hein, mais à l'époque, moi, je voyais ça comme c'est fun, c'est d'une utilité publique, déjà personnelle, mais publique. Continue, amuse-toi, tout simplement. D'accord. Et en quoi est-ce que les diplômes que tu as pu obtenir et les parcours que tu as pu faire, j'ai vu États-Unis, qui est un pays que j'ai eu l'occasion de visiter, donc je sais que c'est un pays qui impacte énormément, et puis aussi un autre pays européen. Et comment est-ce que tous ces, on va dire, ces tours dans le monde et puis ce parcours et ces diplômes t'ont aidé dans la vision qui est née finalement, je pense, progressivement? Je pense que déjà à façonner la personne que tu deviens, à ne pas te sentir limité. Je pense que les États-Unis, comme tu le sais, avec le programme que tu as fait, déjà, te donne, te booste d'une force en fait que nothing is impossible. Ça, je peux confirmer. Je veux dire, j'ai été dans la même pièce que le président Obama, quoi. Tu me dis quoi? Oui, c'est... Je veux dire, il me dit yes you can. C'était toute sa campagne était basée sur ça. I can, donc je peux, tout simplement. Donc je pense que moi déjà cette prise de confiance, ça a beaucoup joué. Et puis de voir en fait où il y a ce qu'on appelle des gaps. Donc tout simplement, c'était tu réponds à un problème, à une problématique. Il n'y a pas de blog, tu crées. Et tu vois à quel point la gastronomie, c'est un soft power aujourd'hui, mais ça aide. Je veux dire, tout, même si on ne va pas dire tout Ivoirien lambda, mais en tout cas, plus ou moins, tout le monde connaît les sushis. Oui. Pourquoi? Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et on appelle sushi, on met tout dedans. Oui. Alors que les Japonais, quand ils ont créé ça, c'était très spécifique, ça a telle forme, ça se mange de telle manière, etc. Mais tout le monde connaît plus ou moins les sushis. Absolument. Parce qu'ils ont su faire de leur gastronomie un soft power. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, bon, ça a bougé, hein, 12 ans plus tard, enfin 13 maintenant, la Tchéquie est reconnue, ex-labellisée, etc. Mais pourquoi est-ce que nous, à l'époque, on ne pouvait pas dire que, voilà, que ce soit le jollof ou le tchépoudienne ou la tchéké, voilà, pourquoi est-ce que c'est pas... Donc, tu vois, c'était ces réflexions-là qui, même si elles n'étaient pas aussi poussées qu'elles sont aujourd'hui, qui trottaient dans ma tête, mais surtout grâce à cette prise de confiance et puis cette exposition au fait que tout est possible si tu te donnes les moyens, en fait. Donc oui, ça n'a pas été un frein. Au contraire, ça a été tellement bien reçu que je recevais des menaces douces de si tu arrêtes là, on va venir te trouver parce que c'est utile en fait. Oui, absolument. Voilà. Donc mais ça a toujours été, c'est important de le dire, une passion. Okay. Ça a toujours été le fait d'aimer manger, même si ça se voit pas, mais le fait d'aimer manger, d'aimer partager. Oui. Voilà, tout simplement. Dans ton speech tout à l'heure, tu as parlé de soft power. Comment est-ce que tu pourrais définir ce mot ou son impact vraiment dans un français terre à terre pour que même des jeunes qui ne s'y connaissent pas forcément et les gens de passage puissent comprendre? Parce que je l'utilise tellement. Oui, soft power. Tu utilises un mot avec un sens que tu as certainement dans ton imaginaire, mais est-ce que tu peux juste expliquer voilà. J'ai envie de dire que c'est pas un outil, mais en tout cas un moyen pour amener à faire passer un message subtilement. Tu vois, aujourd'hui quand on parle, je vais prendre l'exemple de la France parce que bon, on a des liens avec ce pays, mais aussi parce que voilà, c'est plus facile pour les Ivoiriens lambda. Si on veut te dire que en France, c'est un des pays où on mange mieux au monde, tout automatiquement on t'influence d'une manière ou d'une autre à te porter vers la gastronomie française. Et un constat qui est très triste. Aujourd'hui encore, ça va beaucoup mieux, mais à l'époque, pour l'Ivoirien lambda, je vais prendre ça, j'ai beaucoup utilisé ça parce que bon, c'est plus facile. Aller au restaurant vraiment, parce qu'aujourd'hui on va au restaurant comme si, voilà, mais à l'époque, aller au restaurant, faire une sortie au restaurant, c'était d'aller dans un restaurant soit français, soit italien. Pourquoi ?
parce que leur gastronomie, leur culture culinaire était ce soft power-là. Donc, la manière d'influencer subtilement, encore une fois, de dire, ben, nous, on mange mieux chez nous, donc nos restaurants, c'est les meilleurs. Donc, même si tu viens et que tu payes un tarif élevé ou quoi, tu te fais plaisir. Donc, ça t'amène à un certain statut social, à une façon d'être vu, etc. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment comment influencer de façon subtile à te faire découvrir ou apprécier ma culture, ce que moi j'ai de mieux et comment est-ce que je le positionne. D'accord. Mm. Et pour toi, la cuisine, donc la richesse culinaire africaine, est un Mhm. élément qui peut permettre à changer la vision, on va dire, du Complètement. monde sur l'Afrique. Mhm. Est-ce que depuis le lancement du blog Foodie. Afro Foodie, Mhm. il y a eu, bon, on sait qu'il y a des commentaires. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu une évolution du Mhm. regard extérieur sur comment est-ce que les gens perçoivent la cuisine, les arts culinaires africains? Alors, je vais être très humble en disant c'est pas que avec le blog. Je pense Ok. que moi, dans mon petit coin du monde, Oui. je fais partie d'un mouvement aujourd'hui. Ok. Tu vois? Donc, c'est pas parce que moi j'ai fait Afrofoodie. Je pense que parce que moi j'ai fait Afrofoodie, ça a permis à d'autres personnes de faire aussi des blogs Bien culinaires. Donc, sûr. j'étais la première blogueuse culinaire de Côte d'Ivoire. J'ai dit toujours que je suis pas la meilleure parce qu'il y a une nouvelle génération. Tu vois, il y a plein d'autres choses plein d'autres personnes qui font des choses très sympas. Mais je me suis inscrite en fait dans ce mouvement-là, vraiment général de promouvoir ce qu'on appelle la gastronomie africaine. Bien que je sois contre ça parce qu'on ne parle pas de gastronomie européenne, tu vois, on parle de gastronomie française ou Oui. italienne. Nous, on nous a mis En groupe. en Comme global, comme voilà, c'est on un aime dire. réflexe qu'on Mais essaie de déconstruire aussi. voilà, exactement, tu vois. Donc vraiment dans ce mouvement-là de promouvoir les cuisines africaines avec S partout. Et donc voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice et de changer ce narratif-là. Le narratif étant que, voilà, à l'époque, quand on parlait de l'Afrique, on montre les enfants malnutris dans certains pays, en pays en guerre, tu vois, les tensions politiques, etc., qui sont nos réalités, c'est vrai, mais Oui, on a mais d'autres choses à montrer. absolument. Et donc, moi, c'est ça. C'était de m'inscrire dans ce mouvement-là, de montrer d'autres choses. Que tu vas venir, oui, il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas accès à manger 3 fois par jour ou n'ont pas les opportunités pour. Mais tu as aussi de très belles choses. Tu as des chefs qui font des belles choses. Tu as le mouvement de l'afrofusion qui s'est créé. Tu as de belles tables, tu as de belles choses et tu as de beaux produits aussi. Oui. J'adore promouvoir les produits locaux. Et aujourd'hui, voir qu'il y a des restos qui font des trucs super à base de farine de mil, farine de manioc. Aujourd'hui, on parle de moringa aux États-Unis, qui est considéré comme un superfood. Oui. Donc, c'est le truc en vogue, mais nous, nos mamans mangeaient ça depuis. Pareil pour le baobab, pareil pour le fonio, etc. Oui. Donc, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que Yasmine, Oui. c'est un mouvement un mouvement. auquel Yasmine a Et je participé. suis fière de faire partie de ce mouvement. Bah, en tout cas, bravo. Et Merci. alors, on va faire un petit lien avec le fait que tu sois la première blogueuse ivoirienne, donc le blog qui est lié à Internet. Et puis aujourd'hui, ce que les réseaux sociaux sont devenus, donc avec la promotion de vidéos à format court, où on voit sur TikTok vraiment un engouement qui est sans précédent vis-à-vis de la cuisine ivoirienne. Moi, parfois, je suis surprise de voir des gens faire et de la dégustation et même aussi de la préparation. Si. Quel est ton regard là-dessus? Je trouve que c'est très intéressant. Justement, le soft power que j'avais du mal à définir tout à l'heure, c'est ça. Absolument. Tout simplement. Parce que c'est comme est-ce que des fois, c'est des personnes, c'est pas des Ivoiriens, c'est pas des Africains, c'est des personnes de n'importe quelle culture qui font l'exercice de ça. J'ai vu récemment, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, je sais plus, j'ai pas son compte en tête, mais il était une personne de peau blanche qui faisait du foutou. Oui, hier, j'ai vu un Italien faire la sauce je pense gombo. que je pense que c'est le même gars qui lance les fléchettes sur le... Non, je crois que c'est quelqu'un de différent. Ok, mais ton concept, c'est de lancer des fléchettes sur une carte du monde et on choisit où ça atterrit, ben, et voilà. il fait. Donc voilà, et je trouve ça très intéressant parce que c'est une façon justement de montrer ce qu'il y a chez nous. Oui. Et de le faire à leur sauce, tu vois. À partir du moment où, et ça c'est vraiment le travail dans lequel je m'inscris, on met ton country, je voulais dire put your country on the map. On met ton pays sur la carte. On peut la situer. Tant que c'est positif, moi ça me va, tu vois. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc pourquoi est-ce que ce gars-là a fait ça? Parce qu'il a vu justement quelqu'un d'autre faire
tu vois. Quelqu'un d'autre le montrer, quelqu'un d'autre faire, que ce soit dans un village, que ce soit une maman qui le fait vraiment la façon traditionnelle, ou quoi, c'est le dernier TikToker en vogue qui l'ait fait, tu vois, ou qui l'ait mangé dans un maquis. Oui. Donc, c'est cette exposition-là qui, moi, est bénéfique, en fait, pour le pays. Parce que, du coup, tu as un impact, du coup, sur le tourisme. Lié au tourisme. Quand une personne lambda va venir, encore une fois, on prend l'exemple de l'Italie, va venir chez nous, il va vouloir manger ce qu'il a vu, Absolument. mais dans le pays. Quand tu parles de ça, ça me rappelle on va dire, le plus grand blogueur culinaire américain qui était venu, je crois, l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà, voilà, qui a fait le tour. Honnêtement, ces vidéos ont créé un engouement. J'étais très fière. Personnellement, j'étais tellement contente de voir que... Et c'est en fait ce qui m'a poussée à aller acheter les feuilles et à expérimenter cette cuisine-là. Et ça, est-ce que pour toi, ça contribue justement à cette idée de soft power? Complètement. Et pourquoi pour toi, il est utile ou on va dire nécessaire de raconter une histoire positive de l'Afrique à travers ces arts culinaires? Mais justement parce qu'il faut déconstruire un narratif qui existait depuis déjà tant de temps. J'ai cité quelques-uns: instabilité politique, tension, malnutrition, pauvreté, corruption. Encore une fois, je ne suis pas dans le déni. Non, c'est sûr. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se concentrer sur ça? Pourquoi mettre tous nos efforts pour se concentrer sur le négatif alors qu'on peut raconter du positif? Donc, il ne s'agit pas de... Et c'est très important, j'insiste dessus, parce que bon, les gens peuvent dire oui, mais c'est parce que tu as telle situation. Non, ça existe, c'est vrai. Mais ok, si je peux dire que telle chose est bien et le montrer, je veux dire, tous les autres pays du monde, ils ont des soucis. En ce moment, on ne va pas parler des États-Unis. Ah oui. Avec le président actuel. Voyager, je sais qu'il y a des problèmes partout. Tu en as. Mais est-ce qu'on se concentre sur ça? Exactement. Quand il y a eu les Grammys, par exemple, tout le monde était concentré sur qui a gagné tel prix. Absolument. Mais pas du ghetto où il y a eu un truc. Enfin, bref, donc c'est ça. C'est moi, je trouve que c'est super important en fait de le faire, parce que ça donne une autre version. Tout à fait. Ça montre une autre facette de la pièce en fait. Tout à l'heure, tu as parlé du fait d'insister véritablement sur l'idée de ne pas nier la réalité. Je pense que ça peut être un obstacle dans la façon dont on veut essayer d'impacter l'environnement dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a eu d'autres défis auxquels tu as été confronté dans ton objectif de faire donc la promotion de la gastronomie? Oui, mais ça, je pense que c'est pas tant... c'est plus à titre personnel, en fait. C'est plus à titre personnel. Des challenges personnels Oui, des challenges personnels dans le sens où j'ai suivi, pour revenir à nos échanges du début, j'ai suivi la voie conventionnelle. Donc, j'ai fini master, j'ai fini bachelor, master. J'ai travaillé dans des entreprises privées. J'ai été manager, j'ai l'idée des responsables des équipes. Ça, on ne savait pas, par exemple. Voilà, je veux dire, Afro Foodie, c'est pas depuis que j'ai fini l'université. Ça n'a rien à voir. J'ai travaillé 15 ans d'abord. Donc, personnellement, c'était plus, OK, à quel moment tu lâches pour devenir aujourd'hui entrepreneur culinaire? Il y ait ce shift-là, en fait, dans ta façon de penser et de d'appréhender la vie, parce que ça reste compliqué. Enfin, tu es entrepreneur aussi, donc la sécurité financière que tu avais quand tu étais manager et que tu avais ton salaire à la fin du mois, c'est pas la même chose quand tu dois toi-même négocier tes contrats dans le contexte et l'écosystème dans lequel on vit, tu vois. Donc, c'était plus ce genre de challenge-là. Sinon, sur la perception et le mouvement, ça, une fois qu'il était enclenché depuis 2014-2015, ça n'a pas arrêté d'évoluer, tu vois. Mais c'était plus personnel sur, OK, est-ce que je laisse vraiment, est-ce que je fais de la consultance sur le côté, est-ce que, tu vois, donc c'était plus personnel qu'autre chose. On va développer un peu plus cette transition-là, donc de la passion à la fonction, puisque tu as parlé d'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, la transition a été totalement faite? J'ai plus le choix. Parce qu'il faut que les personnes qui nous prennent en train, qui nous suivent depuis le début, se disent, OK, c'est pas juste la passion qui est restée à côté, mais aujourd'hui, tu en as fait une fonction. Et c'est très important parce que il y a dans la déconstruction aussi de la perception, donc le chemin traditionnel, et puis la passion peut devenir un métier. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Ouais, ça, c'est super important, justement. La passion seule ne suffit pas. Dans l'entrepreneuriat, comme dans un mariage, on dit seul l'amour ne suffit pas. Ça, on a besoin d'éléments pour pouvoir bien comprendre ça. C'est la base, je veux dire, ça ne suffit pas. C'est vrai que c'est
c'est ce feu-là qui bouille en toi, qui te drive à faire des choses, mais c'est pas que ça. Il faut mettre en place des process, il faut penser stratégique, il faut avoir un coussin de sécurité. Moi, j'ai fait ce passage-là parce que j'ai travaillé 15 ans, j'ai appris à épargner, j'ai appris à faire des placements. Tu vois, je pense, j'ai été smart. On va dire Oui. ça comme ça. Mais c'est pas du jour au lendemain que oui, j'ai eu une vidéo virale à 1 million de vues, que j'ai eu l'argent dans mon compte. C'est absolument pas, il n'y a pas de corrélation, like, nothing. Donc ça, c'est important de le préciser, surtout pour ces jeunes qui veulent se lancer, parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, tu as Oui. beaucoup de personnes qui font des choses, et puis ils font du contenu qu'on appelle viral. Oui. Ça veut parfois rien dire. Absolument. Désolée de décevoir. Ah non, pas Non, mais je veux décevant. dire, tu vois, parce que on m'a dit oui, non, mais tu as tel contrat, oui, mais il faut que ça se traduise sur le long terme. Oui. C'est pas C'est pas 1 l'instant. million de vues n'est pas 1 million de CFA dans ton Absolument. compte. Et c'est important pour moi parce que il faut quand même aussi dire la vérité à un certain nombre de personnes, parce que rêver, ça suffit pas. Non. À un moment donné, il faut aussi prévoir l'avenir, Mhm. son avenir, parce Mhm. qu'après, on n'aura peut-être plus les capacités physiques ou intellectuelles Mm. de pouvoir réaliser tout ce qu'on veut et puis continuer de faire des vidéos et qui Ouais. vont rapporter. Donc, il Non, faut aussi complètement. penser. Et puis surtout que ces plateformes-là, on oublie, mais ne nous appartiennent pas. Oui, Aujourd'hui, on a parlé de TikTok, Instagram, Snap, tout ce que tu veux. on se rend compte quand il y a des Ben, bugs. quand il y a de bugs, tu te rends compte. Tout le monde se retrouve sur Twitter quoi, par hasard. Mon compte Instagram ne fonctionne pas. Ok, mais tu es sur une autre plateforme en train de. Enfin, non. Tu vois, donc ça ne t'appartient pas. Donc c'est comment est-ce que tu es stratégique à. Oui, aujourd'hui, je dis toujours que. Je sais pas, quelqu'un m'a posé une question dans une interview de est-ce que si mon compte Instagram n'existe plus, du point, hein, si mon compte Instagram n'existe plus. Qu'est-ce que Afrofoodie va devenir? J'ai dit non, c'est pas parce que Instagram existe qu'Afrofoodie existe, c'est parce que Afrofoodie existe qu'elle a su leverage, elle a su utiliser ces plateformes-là à bon escient, en fait, tu vois. Donc, c'est comment est-ce que tu construis, euh, j'ai un peu parlé de personal branding, mais comment est-ce que tu construis ta marque autour de ce que tu fais et maintenant tu exploites, tu exploites Facebook, tu exploites tout, tu es sur des podcasts, tu développes ta présence hors ligne qui est important. Oui. Et ce qu'il y a une chose aussi qui est très importante que j'aime préciser, c'est que les relations humaines, pour moi, sont plus grandes que tout ça. Oui. Les relations humaines, ce sont celles-là qui t'apportent des contrats viables, ce sont celles-là c'est grâce à celles-là que tu as recommandé plutôt que d'une autre personne, etc., etc. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien beau. C'est mon bureau, ouais. Mais c'est qu'est-ce que tu fais en dehors de ça? Donc, c'est plus un outil. C'est un outil, en fait. C'est pas une fin en soi. Ah, exactement. Ça ne doit pas être non. le centre. Non. C'est pas une fin en soi. Absolument pas. On va aller un peu plus, on va pousser un peu plus. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont des sites internet en dehors des réseaux sociaux, par exemple? Ou tu as pensé site internet au cas où il y a un bug des réseaux sociaux? Justement, je souris. Peut-être pas se priver totalement de l'outil internet, on va dire. Je souris parce qu'en fait, c'est moi que tu poses la question. Donc, qui dit première blogueuse de Côte d'Ivoire dit avoir un blog. Tout à fait. Aujourd'hui, malheureusement, il y a cet amalgame de blogueurs et de sites. Ça va dans tous les sens, mais de véritable blogueur à l'époque, et tu avais su Israël d'ailleurs qui t'a expliqué, c'est vraiment une plateforme en ligne qui est comme un site internet. Aujourd'hui, on appelle tout site internet. Mais c'était vraiment ça, c'était une plateforme en ligne qui est sortie une sorte de journal en ligne. Donc, mon blog, il est toujours là. Il existe depuis 2012, il est toujours là en ce moment. Je l'alimente beaucoup moins, en toute transparence, parce que malheureusement, les gens lisent de beaucoup moins aussi. Oui. Mais ça reste quelque chose qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire que les informations que tu mets sur le blog, à partir du moment où tu tapes Yasmine Fofana Afrofoodie, le blog est sûrement peut-être pas dans les premiers trucs à cause du SEO, mais sur la première page. Oui. Donc tu peux me retrouver comme ça. Il y a des contrats, pour la petite anecdote, il y a des contrats que j'ai eus franchement de personnes qui me connaissaient ni d'Ève, ni d'Adam, qui connaissaient pas ni mon père, ni bref, quand je demande toujours comment est-ce que vous m'avez trouvé, parce que c'était contrat à l'international, ils m'ont dit through your blog. Parce qu'ils ont fait leur recherche et ils ont trouvé ces informations-là. Donc oui, le blog est toujours là pour sortir effectivement des réseaux sociaux et répondre à ta question. Newsletter est super important. C'est quelque chose que je ne savais pas au début, malheureusement. Mais je m'en sers beaucoup aujourd'hui, notamment dans l'organisation des événements que je fais. Principalement, c'est ça, hein, le blog, la newsletter et puis quoi d'autre?
La newsletter, est-ce que tu peux expliquer de façon terre à terre? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément au courant de quoi il s'agit. Une newsletter, c'est un mail qui atterrit Oui, dans les boîtes dans tes boîtes email. email, Donc, c'est vraiment voilà. comme si je te parlais directement Absolument. dans ton mail. D'accord. Et en fait, l'avantage de recevoir ce mail-là, bon, déjà, euh, pour que j'aie ton email, il faudrait que tu me donnes l'autorisation de l'avoir. Donc, est-ce que j'aurais fait un petit formulaire sur une plateforme X pour que tu puisses me dire, ben voilà, je te donne l'autorisation d'avoir mon prénom et mon email et d'autres informations. Des fois, ça va aussi loin que le numéro de téléphone ou la date de naissance, etc. Et donc, tu parles directement à la personne. À partir du moment où cette personne t'a donné un accès à son email, déjà, elle est intéressée par ce que tu fais, mais elle va most likely consommer le contenu que tu vas lui envoyer. Donc, c'est une façon, en fait, de diversifier ta présence sur le digital en ne dépendant pas des plateformes, encore une fois, qui ne nous appartiennent pas. Exactement. Et tu as parlé de, on va dire, diversification. On a pu lire dans les informations te concernant que tu es à la base, en tout cas, tu fais partie des initiatrices on va dire, c'est en anglais. Il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de termes en anglais dedans. Donc, du Abidjan Restaurant Week. Yes. Et de quoi s'agit-il? Alors, Abidjan Restaurant Week, c'est un événement. Déjà, la Restaurant Week, c'est un concept international qui existe depuis plus de 30 ans. Okay. C'est né à New York et en fait, l'idée était de démocratiser la gastronomie. À leur époque, c'était vraiment pendant un moment, les périodes dites calmes dans l'industrie de la restauration, de créer justement des promotions pour que ça puisse un peu renflouer les caisses à ce moment-là. Surtout pendant l'hiver ou en New York en janvier, il n'y a personne qui sort de se dire ben, le restaurant X nombre d'étoiles a une promo imbattable, il faut que tu y ailles. Après, c'est un événement qui est aujourd'hui international. Donc, tu en as eu à Paris, tu en as eu à Singapour, tu en as eu à Accra. Bref, tu en as eu partout. Et moi, j'ai eu l'idée en 2014-2015, mais je n'ai pas fait pour diverses raisons, surtout syndrome de l'imposteur. Jusqu'à 2017, je m'étais dit, il est inconcevable que Abidjan étant la capitale qu'on connaît, la ville qu'on connaît, avec toute cette évolution justement sur le plan culinaire, que Abidjan n'est pas sa Restaurant Week. Donc concrètement, c'est une semaine pendant laquelle les restaurants dits, je cherche le terme politiquement correct, chic de la capitale, font une promo. Si par exemple, restaurant X, quand tu vas manger là-bas, entrée, plat, dessert te revient à 40 000 et je suis gentil. Pendant l'événement, on est sur un tarif de 20 000, 25 000. À l'époque, on avait commencé à 19, ensuite 22 et cette année 25. Mais ça reste une offre intéressante sur un menu qui est conçu spécialement pour l'occasion et sur une offre qui est un tarif fixe qui est dans l'ensemble des restaurants. Et encore une fois, ça crée un véritable boom dans l'industrie parce que pendant cette période-là, les gens bougent beaucoup. La dernière édition que j'ai faite, j'étais à près de 2000 personnes pendant 6 jours. À vraiment des restaurants qui, autant on le vend en poupe, qui essaient de se faire connaître, parce que justement, tout le monde veut participer à ça. Se dire, comme si c'est ton restaurant pas favori, pendant ce moment-là, il y aura un plat que tu n'as jamais goûté, qui est créé pour toi. Donc, tu as envie d'y aller et c'est un tarif qui est intéressant. Donc, c'est le concept de la Restaurant Week. Et dans la même foulée, donc du coup, Abidjan Cocktail Week, qui est là. J'allais venir je sais, j'ai lu dans tes pensées. Qui est dans c'est dans le même esprit, mais cette fois-ci, on ne travaille pas avec les restaurants, on travaille avec les bars. Bar, lounge, il y a vraiment un mouvement tout autour de la culture du cocktail et la cocktail et à cocktail, donc du vrai cocktail. Ah bon? C'est quoi la différence? C'est pas mélanger l'eau avec les feuilles. C'est pas ça. Non, c'est de vrai cocktail travaillé, recherché, avec des belles techniques et tout. Et puis il y a vraiment même, en fait, le métier même de barman, barmaid se développe vraiment en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être des jeunes qui embrassent vraiment cette profession-là et qui sont fiers de dire je suis barman. Pas comme avant où les métiers de service étaient un peu, tu vois, mal vu. Tu vois, pareil, chef, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit je suis chef, il est fier. Respect, Même si un chef est un cuisinier avec un certain niveau. Mais avant, c'était tu allais à l'école pour faire ça, tu vois. Bref, donc l'Abidjan Cocktail Week, c'est le même principe, mais autour des bars. Avoir un tarif fixe, des cocktails création, donc spécialement conçus pour l'événement. Et puis voilà, on passe du bon temps, on s'amuse, on découvre, on network, etc. Donc on parle de découverte. Et pour toi, quelles opportunités offre le tourisme gastronomique africain, ivoirien? Déjà, encore une fois, c'est très important dans tout ce que je fais, mettre la Côte d'Ivoire sur la carte.
quand je créais le blog en 2012, on sortait de tensions sociopolitiques que tout le monde connaît, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Donc je me souviens toujours que même étant aux États-Unis, quand je regardais sur autant CNN ou bref les news, quand je voyais mon pays, les rares fois où je voyais mon pays, c'était toujours qu'il y avait war. Oui. Tu vois, il y avait un truc bad. Ouais. Donc, c'est là que je voyais mon pays. Donc, moi, c'était, je peux encore passer sur CNN, mais c'était de se dire, je veux qu'on parle positivement de mon pays. Tu vois, aujourd'hui, je fais un petit clin d'œil à la jeune dame qui fait son concours en ce moment là pour le Guinness. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, tu as des trucs comme ça. On dit, voilà, il y a ça qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est positif. Clair. Tu vois, tu as un élan tu as toute une communauté qui se crée autour, tu as des gens qui supportent. C'est ça qui, moi, me parle, tu vois. Et c'est la même chose avec la gastronomie et ce que je fais. Et tous les événements que j'ai cités là rapidement, ce que je fais, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Ça existe déjà. Oui. Mais ça fait partie aujourd'hui, on va dire, OK, il y a une restaurant week en Afrique du Sud, mais il y en a une en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Tu vois, oui. Parce c'est comme si on se mettait, ou du moins on essayait vraiment de se mettre au même niveau et vraiment faire vivre la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Oui, et c'est pas les opportunités, les occasions, les éléments, les outils qui manquent. Exactement. Tu vois, et rapidement, je vais terminer sur ça, sur la Cocktail Week, et je suis fière parce que du coup, je vais en parler. Oui. Mais sur la Cocktail Week, tu vois, les festivals ou d'événements dédiés à la culture de cocktail en Afrique, il y en a 4, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Tu en as un en Afrique du Sud, tu en as un au Nigeria. Donc, Afrique du Sud s'appelle Adjabu. Tu as Lagos Cocktail Week, tu as Accra Bar Show et tu as Abidjan Cocktail Week. La seule dans un pays francophone. Ah oui. Et ça, vraiment, je suis très fière parce que c'est important dans un environnement où tout le monde se connaît, dans cet écosystème-là qui est encore naissant, de se positionner dès maintenant et de faire partie du mouvement. Et avec, on va dire, avec Taste of Africa. Yes. Quel est le concept qui a été développé autour de ce groupe de mots? The Taste of Africa series, c'était vraiment déjà. Tu as dit series, donc oui, parce que du coup, c'était Taste of Africa. Africa. Donc du coup, c'était Taste of Botswana quand je suis allée au Botswana. Oui. Taste of Tanzania quand j'irai en Tanzanie. Taste of Abidjan, la base. Taste of Dakar. Tu vois, c'était ça. C'est un format. C'est un format et il est symbolique dans le sens où quand le blog a eu 10 ans, j'ai eu la plus grosse subvention. Le plus gros jet, on va dire ça comme ça. Oui. Le plus gros jet que j'ai eu sur le blog. Et j'étais vraiment fière parce que, tu vois, on n'a pas parlé d'argent, mais c'est pas l'activité la plus lucrative au monde. Je fais ça à temps plein, mais ça reste encore compliqué. D'avoir des contrats à la hauteur de ton travail, tu vois. Et donc, c'était vraiment une organisation, une entité internationale basée en Afrique qui m'octroyait cette subvention-là pour juste manger. Ah oui, pour voyager et manger. et bien entendu, après je le dis comme ça, mais c'était documenté, donc il y a tout un travail derrière, il y avait toute une équipe qui s'est mobilisée pour, tu vois, mais documenté dans telle ruelle de Dakar que tu as une maman ivoirienne, Madame Kodjo, qui fait les meilleurs beignets de la ville. Et tout le monde la connaît. Donc, indirectement, on a parlé de tourisme et de culinaire tout à l'heure, tu apportes du business à cette dame-là. Tu contribues à l'écosystème culinaire et au développement de la ville de Dakar parce que tu as fait un petit réel sur elle. Et je dis petit, mais c'est du travail. Tu as fait un réel sur elle et on la connaît, tu vois, ou tu as contribué au mouvement parce que c'est pas que moi qui la connais, tu vois. Ce sont des exemples vraiment terre à terre pour montrer que on n'a pas idée de la portée de ce qu'on fait. Et petite anecdote encore sur mon vendeur de chocolat préféré. Je l'ai filmé. Premier réel que j'ai fait d'ailleurs, je le filme. Et je poste. Et il m'appelle après. Madame, ça a marché. Je dis, qu'est-ce qui a marché? Il dit, on n'arrête pas de m'appeler, les gens viennent seulement. J'ai les larmes aux yeux. C'est tout bête. J'adore le chocolat. J'ai posté un truc. Le gars a eu, je sais pas combien de clients. Mais non-stop, les gens venaient acheter son chocolat. Est-ce que ça n'a pas contribué à son business, au développement de sa famille, à l'économie? Tu vois, c'est ça. Une belle et grande contribution. Donc, c'est vraiment tout ce que je fais là. Je n'invente rien, mais j'essaie vraiment de mettre beaucoup d'énergie et de professionnalisme dedans pour que toutes ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, s'en sortent. Mais à la fin de la journée, c'est encore une fois l'écosystème et l'industrie qui ont contribué en fait.
qui en bénéficient, pardon. Aussi. Mm. Et quelle leçon de leadership tu peux nous partager de cette expérience diverse et variée? J'aime pas donner les conseils, mais en plus on est vendredi. Non, écoute, c'est croyant en vous, hein. Ça paraît très cliché. Mais Je pense encore que une c'est sur fois... ça que tu reviens depuis le début. Non, parce que tout ce que je fais, tu vois, même ma mère, ça n'avait pas plus que 3 ans dans le processus que je faisais ça. Oh. Parce que, tu vois, tu vas manger dans les restaurants, tu prends des photos. Je me suis envoyé des commentaires de gens, toi, tu dois avoir l'argent. Non. Non, je croyais en mon petit projet, en fait, c'était ma passion, j'aimais ça. Et je trouvais que c'était utile. Donc, c'est croire en vous. Croire en vous quand je dis toujours que tu t'es tué à faire un réel et puis tu as eu 3 vues sur le réel. C'est pas grave. Crois en toi. Parce que tu sais pas qui a C'est regardé. Si dans les ça. 3 personnes, il y a quelqu'un qui a ton prochain contrat en tête, ou etc. Tu vois. Donc, c'est important parce que quand on fait quelque chose, et ça, c'est un autre conseil que je donne souvent, quand on me demande, c'est, et je vais dire en anglais avant de développer, c'est start with your why. C'est quoi ton pourquoi? La raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. La raison pour laquelle ce podcast a été créé, par exemple. La raison pour laquelle je me lève chaque matin en me disant, j'allais chercher des sponsors pour mon événement, même quand c'est compliqué. Oui. La raison pour laquelle tu acceptes des no et puis tu souris. Et ton cœur doit rester ouvert, comme on dit, parce qu'on t'a dit non. C'est ça. Donc, c'est ce pourquoi-là, en fait, qui te drive, en fait, à la fin de la journée et qui est dont ta mission et ta vision avec laquelle tu évolues avec le temps. Donc, vraiment, c'est sur ces 2 conseils-là que je vais me baser parce que pour moi, c'est la fondation de toute chose. Oui. Je veux dire, 13 ans aujourd'hui, avec du recul, quand je regarde 13 ans en arrière, j'avais aucune idée que j'allais faire ça à temps plein. Pour moi, j'étais... cadre quelque part dans mon 9 to 5, je rentrais, j'élevais mes enfants, j'attendais mon mari. Non. Parce que c'est ce que j'avais vu et parce que c'est ce qui m'était destiné. Mais aujourd'hui, je veux dire, même le terme entrepreneur, déjà être entrepreneur, ça m'a pris du temps pour accepter. Oui. Mais entrepreneur culinaire, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? Tu vois? Oui. Donc ça reste encore très, très unconventional. C'est pas quelque chose qui est... j'ai un parcours très atypique. Pas conventionnel pour Merci. Ceux qui nous prennent Je suis désolée, je fais beaucoup de franglais. Alors Yasmine, depuis 2012, quelle est l'évolution qu'on peut noter, en tout cas en termes de perception des cuisines africaines, de l'art culinaire africain, de la gastronomie africaine, ivoirienne? Est-ce que ça a évolué depuis? Ah oui, complètement. Le regard a changé? Complètement. Est-ce qu'il y avait des idées reçues sur... Il y en a toujours. Hein. Ah bon, il y en a toujours. Et ça, c'est les classiques. Nos plats sont gras, c'est pas sain. Voilà, en termes de nutrition, l'apport nutritionnel, etc. On n'a même pas à manger, même chez nous, etc. Donc, il y en a plein. Et ça, c'est vraiment, malheureusement, des idées reçues. Encore une fois, on s'inscrit dans changer le narratif de tout ça. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. J'ai pas envie de dire de bêtises et me décorcher les noms, mais tu as eu des chefs africains qui ont eu des étoiles Michelin. Oui. Georgia View, là, c'est la première qui me vient en tête. D'ailleurs, je pense que c'est la première femme africaine. Encore une fois, prenez ce que je dis avec des pincettes. Il y a plein d'informations dans la tête. On pousse les gens à aller chercher aussi. Oui, voilà. Mais en tout cas, tu as des personnes qui font des choses très bien. En tout cas, sur la scène internationale, la cuisine africaine, pour répondre plus simplement, est très présente. Elle est de plus en plus présente. En tout cas, on espère voir. Moi, je suis très branchée télé-réalité autour de la cuisine et tout ça. J'espère qu'on verra davantage on va dire de compétition. Par exemple, je connais très bien Masterchef. Il ne faudra pas un Masterchef à Abidjan, par exemple. Pas mal. Oui. Ça serait pas mal. En tout cas, moi, je serais contente de te voir à l'avènement de ce projet-là ici. Et puis, pourquoi pas toi, qui seras à l'origine. On verra. Dieu n'a pas dit ça pour le moment, mais on y verra. On verra. Tu parlais aussi parce qu'il faut aussi du financement. Et comment est-ce que tu procèdes pour avoir accès au financement justement pour, on va dire, faire grandir toutes les activités dans lesquelles tu es impliquée? Ok. Donc la mission dans laquelle je m'inscris, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est vraiment ce changement du narratif de l'Afrique, à travers la cuisine. Bien sûr. Et je le fais en portant différentes casquettes. La première, c'est étant Afrofoodie tout simplement. Afrofoodie aujourd'hui, c'est qui? C'est une créatrice de contenu culinaire qui justement documente, cherche à soit informer, divertir ou en tout cas
instruire sur les cuisines africaines à travers des voyages, à travers justement les subventions dont je parlais tout à l'heure et mon projet The Taste of Series. Donc c'est ça. Donc vraiment c'est principalement des contrats sur des projets bien définis au court ou long terme pour un livrable, pour une mission donnée. Okay. C'est la première chose. Je vais faire aussi en organisant ce dont j'ai parlé tout à l'heure, Abidjan Restaurant Week et Abidjan Cocktail Week. Pour ces 2 événements, c'est du sponsoring principalement. Il y a des tickets qui sont mis en place, il y a d'autres sources de revenus, mais la source revenu principale sur un événement, comme je sais que tu le sais, c'est le sponsoring. Oui. Et ensuite, il y a Yasmine. Yasmine qui, en fait, bon, alors c'est ma faute, vous dites la même personne. C'est bizarre de parler sur la 3e personne. Mais en vrai, je vais juste expliquer ça pour dissocier, pour faire comprendre que Yasmine, grâce au blogging et à Afrofoodie, a fait justement le master en développement de tourisme international. Donc aujourd'hui, Yasmine, je ne dirais pas consultante en tourisme parce que je n'utilise pas vraiment, mais aujourd'hui, je suis appelée pour faire de la modération d'événements. Je suis appelée pour être speaker dans des événements. Je suis appelée à voyager justement dans des des conférences, pour des conférences dans le tourisme sur le continent et à l'étranger, représenter la Côte d'Ivoire. Parfois, je me retrouve être la seule francophone dans toute cette nébuleuse de personnes qui sont anglophones. Encore une fois, voilà, la barrière de la langue, etc. Donc voilà. Donc pour ça aussi, je suis parfois rémunérée. Parfois, c'est un échange pas dire marchandise, mais de services, voilà, de ce service, et où des fois, il y a un contrat, il y a un cachet qui accompagne avec. Donc, je porte ces différentes casquettes-là en fonction du contexte, en fonction de la mission donnée, etc. Mais l'objectif reste le même. C'est juste qu'il y a des moments où je suis derrière une caméra, je suis en train de diriger un shoot. Je suis avec l'équipe de prod en train de débriefer quelque chose. Il y a des moments où je suis en train de faire un podcast, parce que, même s'il n'y a pas de, bien sûr, mais parce que ça peut ouvrir une porte derrière. Il y a des moments où je suis en train de faire, je suis en train de parler à un événement, et des moments où je suis en train de faire la création de contenu pour un projet rémunéré. Donc vraiment, il y a différentes façons de gagner de l'argent. Il y a ce qu'on appelle les revenus passifs. Donc, j'ai bientôt lancé une série de produits digitaux, justement pour avoir encore plus pour diversifier mes sources de revenus. D'accord. Là, c'est vraiment une pluridisciplinarité. Est-ce que c'est une exigence du fait d'être entrepreneur culinaire qui est, on va dire, complètement nouveau dans le paysage, ou bien... C'est une exigence de Yasmine. De Yasmine, c'est ce que j'allais dire. Et est-ce que ça vient de loin? Est-ce que Yasmine a toujours été comme ça? On va parler un peu de ton enfance. À part le chemin tout tracé qui avait été fait par les parents, Yasmine, elle c'était quoi ses occupations, ses hobbies, ses rêves, ses passions, ce qui retenait son attention? Avant de rebondir sur ça, juste pour terminer sur le côté professionnel, je pense que ça vient de mon expérience pro. En fait, j'ai évolué après tout ça dans vraiment 15 ans en marketing et communication dans différentes industries et domaines. Donc, à partir du moment où tu as des postes à responsabilité, tu dois gérer des équipes, tu as forcément une éthique professionnelle qui vient avec. Et c'est cette même éthique professionnelle-là que j'applique aujourd'hui dans ce que je fais avec Afrofoodie, tu vois. Maintenant, sur mon enfance... j'ai envie de dire, j'ai eu une enfance classique, je pense. Encore une fois, classique, ça peut varier. Oui, classique, mais une enfance heureuse, vraiment entourée d'amour de sa famille, de sa maman, parce qu'on était toutes les deux seules contre le monde. Qui avait des passions, les choses qui t'occupaient, des hobbies. Est-ce que j'ai du mal à repartir aussi loin parce que j'ai l'air jeune, mais je ne suis pas jeune. Mais on ne dit pas, c'est un secret. Ouais, mais en fait, c'est pour que les gens se connaissent. Non, parce que du coup, alors à l'époque, pas de passion en tant que telle. J'ai toujours été une personne sociale. Bien qu'un été unique, j'ai toujours été entourée de beaucoup d'amour, de mes cousins, Donc, je pense que ça a contribué. Je savais que je voulais faire quelque chose où j'allais être entourée de gens. Et aussi, peut-être que c'est justement parce que j'ai été enfant unique que je voulais, tu vois, avoir voilà. Donc, je pense que, voilà. Mais à part ça, je ne me souviens pas d'avoir eu une passion. Après, je pense que j'ai un vague souvenir de toute petite fille qui veut devenir hôtesse de l'air, mais... tu vois, c'est un vague souvenir, quoi. Ça me vient parce que ce sont les métiers auxquels on aspirait, c'est ce qu'on voyait. Mais à part ça, non, j'avais pas vraiment d'ambition particulière. Je pense que... Ouais, non.
Je Donc, cherche, c'est mais je plus, pas. on va dire, l'expérience en entreprise qui a développé, en fait, cette multipotentialité C'est ça. Et qui puis aussi t'accompagne de aujourd'hui. voir ce qui se, encore une fois, voir ce qui se fait ailleurs. Et quand je dis ça, j'insiste sur le fait de ne pas copier, mais s'inspirer. Parce qu'aujourd'hui, on est Est-ce que dans un tu monde où on peux copie. faire une pause spécialement sur ça, s'inspirer et ne pas Oh copier? my God, yes. C'est quoi la frontière entre les deux? C'est compliqué. C'est frustrant, c'est compliqué. Euh, alors, pour moi, s'inspirer, je prends l'exemple de la Restaurant Week. Oui. New York Restaurant Week a été créé en 1992. Oui. Abidjan Restaurant Week a été créé en 2017. Bien sûr. Abidjan Restaurant Week n'est pas une copie conforme de New York Restaurant Week Oui. parce que le contexte n'est pas le même, le pays n'est pas le même, les restaurants ne sont pas les mêmes, les produits utilisés ne sont pas les mêmes. Donc, tu l'adaptes à ta sauce. Oui. Il y a le modèle, il y a le business model qui existe. Oui. Donc, tu connais le canevas. Oui. Maintenant, c'est à toi maintenant de créer ton propre canevas aussi. De dire, voilà comment est-ce que moi je vois la chose. L'idée générale est la même. Bien sûr. Mais comment est-ce que toi tu l'adaptes à ton contexte? Bien Comment sûr. est-ce que tu t'appropries l'événement et tu le fais à ta sauce? Oui. Tu vois, c'est ça qui fait la différence. Pareil pour, je vais prendre la création de contenu. Oui. Aujourd'hui, tu as beaucoup de créateurs de contenu qui existent, ok, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Oui. Mais toutes les deux, disons qu'on est créatrice de contenu, on peut être dans un même restaurant X ou aller, encore une fois, chez mon vendeur de chocolat Y. On va avoir la même expérience, on ne va pas la retranscrire de la même façon. Absolument pas. Parce qu'on n'a pas vécu de la même façon. Absolument. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Parce C'est qu'on ne sûr. comprend pas les choses de la même façon. Déjà parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, tu peux aimer, je peux ne pas aimer. Tu peux Oui. apprécier une certaine saveur ou ton palais peut avoir une certaine acidité. Bref, donc c'est ça en fait. Alors que quand tu vas copier, tu vas voir que j'ai fait un réel et puis j'ai dit, ouh, la nourriture était très bonne, j'ai aimé le côté croquant du plat. Tu vas dire la même chose alors que tu n'as pas aimé ça. Tu n'as même pas de contenu qui montre ça. Peut-être que mon exemple n'est pas le bon, là j'ai un peu digressé, mais c'est pour dire qu'on ne doit pas faire de... Mais c'est un exemple qu'on aime bien parce qu'il est terre à terre. Oui, voilà, mais en et fait, voilà. ça peut pas être copier-coller. Ok, on va faire très simple. Il y a énormément de podcasts. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est un des contenus que j'adore, je consomme le plus. Oui. Ce podcast sur lequel je suis, il est très différent. Ce que j'ai dit sur ce podcast, je ne l'ai pas dit ailleurs. Absolument, Pourquoi? c'est sûr. Parce que de un, l'environnement n'est pas le même. La vibe de l'équipe n'est pas la même. Franchement, vous n'êtes pas là, mais ils sont chouettes. La modératrice a une façon d'amener les questions différentes. Donc, ce n'est pas un podcast copier-coller. Le podcast a été inspiré d'autres podcasts, mais ce n'est pas la même chose. Et je pense que merci là, c'est pour le meilleur l'exemple, exemple sur lequel je vais terminer parce que c'est ça. Donc, c'est très important, surtout dans ce qu'on appelle les industries créatives aujourd'hui, de ne pas copier. Et c'est tellement frustrant pour un créateur de contenu de vivre ça parce que on peut pas t'enlever. On dit toujours, oui, on copie que les meilleurs. Ça énerve. Mais c'est vrai. Et franchement, je peux comprendre parce Oui, que mais non. l'expérience, je pense qu'elle a aussi vécu. Je suis dans le domaine de la créativité, C'est donc ça. artistique, et je sais de quoi il en retourne quand tu insistes beaucoup sur cette C'est ça. question-là. Ça arrive que les Faites gens votre ils sauce. copient en fait absolument tout ce que tu fais. Et toi, C'est tu as ça. réfléchi longtemps avant de C'est ça. créer tout ça. Et l'exercice et la gymnastique derrière, en fait, tu te dis, bon, finalement, j'ai fait ça. Et puis, là, quand ça crée la confusion et que finalement ton travail qui a été fait pour t'identifier permet d'identifier d'autres personnes qui n'ont pas vraiment fait l'effort, ça peut être frustrant. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Il y a vraiment des manières de le faire très bien. Oui. Encore une fois, d'ajouter la particularité qui fait de toi qui tu es. Oui, qui te rend unique. Qui te rend unique. Et tu l'appliques dans ton contenu, tu l'appliques dans ta façon de travailler, tu l'appliques dans ton professionnalisme, etc. Et ça va faire la différence. Aujourd'hui, cette industrie est loin d'être saturée, mais il faut te démarquer. Et il faut te démarquer comment? En étant toi, tout simplement. On dit toujours rester authentique, rester authentique. Encore une fois, un autre truc qui est très galvaudé parce qu'il est très utilisé. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce qui te différencie, toi, ami, des autres personnes dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui me différencie, moi, dans ce que je fais? Donc, c'est de travailler sur sa différence, en vérité. C'est ça, sa valeur ajoutée. Il faut dire toujours, quand je fais quelque chose, j'essaie d'ajouter un petit plus qui fait que tu vois, tu as envie peut-être de me suivre ou de ne pas me suivre par choix, mais que tu apprennes un petit truc, que tu saches que voilà, c'est pas tant j'ai voyagé pour voyager. J'ai voyagé et puis j'ai découvert que au Kenya, leurs mikate sont la même chose que nos beaux flottos, mais ça appelait différemment. Ça me plaît de partager ce genre de choses, tu vois. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce sont ces petites choses-là, en fait, que tu as envie qui vont te rendre unique, en fait, surtout pour ceux qui aspirent à être créateurs de contenu, surtout dans le culinaire.
il faut vraiment se différencier de la meilleure façon qui soit et ne pas copier, guys. On va faire un petit tour Mm. avec ton expérience de, on va dire, blogueuse, aujourd'hui vlogueuse. Quel est, on va dire, le pays ou la culture culinaire qui t'a le plus surprise? Surprise. Oui. Pas que j'ai le plus aimé. Surprise, surprenant. Encore une Que fois. que ce soit, bon, on va dire positivement. Parce que si c'est l'autre côté, ça va être un peu compliqué. Non. Encore une fois, une question qu'on m'a jamais posée. Surprise. Je veux parler du Maroc, mais c'est pas parce que ça m'a surpris. J'ai été contente de voir à quel point ce pays a conservé. Il s'est modernisé, mais quand tu vois un plat marocain ou quand tu es dans l'écosystème marocain, tout de suite tu comprends les traditions. Je sais pas comment mettre les mots dessus, mais ils ont vraiment su conserver cette authenticité là. Tu vois, tu peux venir en Côte d'Ivoire et ne jamais manger ivoirien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Tu peux être dans un hôtel, on va te servir petit déjeuner, omelette, petit déjeuner continental, omelette, pain, confiture de thon, viennoiserie. Tu peux rester là, si tu es venu pour un business trip, rester 48 heures, tu vas manger à l'hôtel ou manger dans les restos parce qu'après il y a les business meetings. Ne jamais manger ivoirien. Tu peux. Je dis pas que c'est le cas, mais tu pourrais. Au Maroc, dès que tu atterris, tu te sens dans le truc du pays, tu vois. Dans les hôtels, on sert on va pas te servir autre chose. On te vend, nous. Le soft power dont je parlais là. C'est incontournable, en fait. Je sais pas. Tu penses qu'on devrait s'en inspirer? Oui, on s'en inspire maintenant un peu, tu vois. On s'en inspire un peu dans les buffets d'hôtel. Tu as un peu d'attiqué, un peu d'aloco. Même si on t'explique pas trop ce que c'est juste écrit, bon, voilà. Mais ça se développe un peu. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Alors, pas surpris pour répondre à ta question, mais que j'étais contente de voir. J'étais vraiment contente de le voir conserver. Ouais, surpris... Je sais pas, je suis difficilement... En fait, surpris, je pense que le surpris me déroute un peu parce que je suis très ouverte d'esprit. D'accord. Donc, c'est pas que je suis surprise, c'est juste que je suis contente. Quand je vois quelque chose, j'ai envie de manger, j'ai envie de goûter, j'ai envie de... Et j'ai surtout envie, au-delà de manger, c'est important, de connaître les histoires derrière. Bien sûr, il y a toujours une histoire derrière. Il y a toujours une histoire derrière. Je dis toujours, tu vois, j'ai donné l'exemple des bœufs flottos que tu retrouves au Ghana, que tu trouves au Nigeria, que sous différentes appellations, puff, bref, nous on appelle bœuf flotto, faire une pause du coup sur ça, sur l'histoire, parce que s'il n'est pas question peut-être de saveur ou de la gastronomie qui t'a... Donc tu dis que tu n'as pas vraiment vécu de la surprise là, mais certainement des histoires. Oui, les histoires aussi, les histoires sont très intéressantes. Et je demande toujours, je me renseigne toujours. J'ai retrouvé des bœufs flottos à Dubaï. Du coup, est-ce qu'il y a une histoire qui... Bon, par exemple, ça t'a surprise? Oui, ça m'a surpris parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que l'amie qui m'a dit, d'ailleurs, il faut que tu goûtes un truc, c'est très du pays, c'est local. Parce qu'elle sait que, du coup, tout le monde sait que je mange local quand je voyage. Je voyage pour manger. Disclaimer. Donc, elle me dit que c'est très local et tout, ça s'appelle Lukaimat. Ok. Donc on va et tout, il y a un petit stand et tout. Bon, je les vois faire leur truc et puis on me sert le truc. Déjà, l'aspect, j'ai dit ok, parce que c'est littéralement la même chose avec le sucre au-dessus, là, tu sais. Donc je dis ok, je goûte. J'ai dit, mais c'est vos flottos. Tu vois? Bah ça, mais on savait pas, par exemple. Et donc j'ai fait un réel dessus. Je dis ok, les gars, je suis allée à Dubaï et j'ai goûté ça. Ils appellent ça Lukaimat. Ils disent que c'est très local. C'est vos flottos. C'est puff puff au Nigeria. C'est mikate au Kenya. C'est... Bah, on est, franchement... Tu vois, la base est là. Après, il y a des textures différentes et tout, mais la base de farine, truc, ça reste la même. Et les histoires comme ça, il y en a plein. Et surtout, parce que bon, je suis concentrée quand même sur l'Afrique, Afro-Foodie, la base. Tu vois, de sauce que tu retrouves, la sauce feuille, tu as parlé des feuilles tout à l'heure, que ce soit patates, manioc, etc. Tu retrouves beaucoup de sauce feuille en Guinée. J'ai une partie de ma famille qui est guinéenne. Tu retrouves, bien sûr, ça au nord. Tu retrouves en Sierra Leone. Tu retrouves au Nigeria. Ce sont les mêmes feuilles, mais travaillées différemment. Ça me surprend. Donc, si tu veux, je vais pas... Pour répondre à ta question, parce que j'y tiens, c'est pas tant la culture culinaire d'un pays qui m'a surpris. C'est comment est-ce que, à la fin de la journée, tu te rends compte que, ok, avant qu'on nous colonise, là, on était one people, en fait. Ça, c'est très important. Tu vois? Et que, oui, il y a eu ça, on a été... Mais tu retrouves plein de trucs. Nos voisins ghanéens, à la porte d'à côté,
il y a beaucoup de choses qu'on appelle fou, ils appellent, pardon, Foutou. foutou, ils appellent foufou. Et puis, tu vois, pour eux, c'est pas la même chose. Hein. Pour une Ivoirienne, tu as dit, mais c'est foutou, en fait. C'est juste que la banane n'est pas aussi mûre que le truc. Tu vois, et ça me plaît parce que du coup, ok, ça remonte à l'histoire des peuples acrans, ça remonte à l'histoire des traditions, même le quintet qu'ils portent et tout. Enfin bref, je digresse beaucoup, mais c'est tout ça, moi, qui me passionne et On parle de tourisme, donc c'est un ensemble. Qui me booste chaque jour. Parce que c'est juste génial de découvrir des choses, tu vois, des choses différentes, tu vois. Donc, Et tu as parlé d'histoire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des histoires de pays ou de la Côte d'Ivoire même, de peuple de Côte d'Ivoire que tu as découvert à travers la culture culinaire? Oui, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je me souviens plus trop de l'anecdote. Mais on est sur un projet avec un chef que j'admire beaucoup, chef Kofi, et on a fait un trip à Grand Laou. Et j'ai un peu oublié l'anecdote, mais je crois que on nous expliquait que les hommes cuisinaient dans la région dans laquelle on était. C'était les hommes qui cuisinaient et non les femmes. Le pourquoi, j'ai un peu oublié. Mais c'était lié au fait que les hommes étaient pêcheurs et que les femmes étaient occupées à d'autres tâches, un truc de genre. En tout cas, ceux qui écoutent les podcasts, commentez, dites-nous en commentaire vraiment la vraie anecdote. Mais il y avait un truc comme ça. Hein. Voilà. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en général, voilà, la place de la femme à la cuisine. Ça, c'est récent. Mais voilà, tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Après, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux vraiment travailler personnellement, c'est me réapproprier la culture culinaire ivoirienne. Et j'ai beaucoup de projets dans ce sens-là. Et on te suivra. Mais tu vois, parce que je trouve dommage que j'ai l'opportunité de voyager à l'international, la grâce de voyager à l'international et d'apprendre sur parce que je pose des questions. Mais je peux juste aller à Blocos et puis poser la question sur comment la Tchéquie est faite, comme je peux aller à Grand Laou. Moi, je connais très bien parce que j'ai un côté à Djougou, donc je tu peux vois, te donner des... ma belle-mère est vrillée, je sais que ma belle-grand-mère a fait ça, elle a fait pendant tout... Donc, ce sont des choses comme ça qui, moi, me parlent. Et j'ai envie, justement, et c'est dans le processus de pousser le truc un peu plus loin. Malheureusement, mon emploi du temps aujourd'hui ne me permet pas de faire parce que je veux vraiment voyager à travers la Côte d'Ivoire. Tu sais, on a un problème de transmission. Pardon de m'insérer dans ton speech, mais j'ai pensé à un truc à l'instant. Est-ce que tu as pensé au support écrit? Justement, j'en venais parce que justement, en parlant de transmission, et tu le sais, nos traditions culturelles, et on parle de culinaire, sont dites oralement. Quand ta mamie, ta tata va te dire de faire la sauce, elle va pas te lire une recette, hein, elle va te dire, mais... Quand, tu te dis, quand tu mets les épices, les esprits te disent c'est bon, tu en as assez mis, tu vois. On te dit ajoute ça, tourne ici, goûte ici. Non, mais tu n'as pas d'écrit. Et justement, quand on parle de gastronomie, on parle de code. Et c'est pour ça, des fois, que les gens, quand nous on dit oui, gastronomie, ivoirienne et tout, pas qu'on critique, mais ceux qui sont vraiment fait les écoles pour se disent mais il n'y a pas de code dans vos. Ils sont là, hein, mais ils sont transmis oralement. Alors qu'il faut qu'on puisse, que ce soit le japonais ou le sierra-léonais, prendre ta recette du foufou sauce claire, puisse textuellement la retranscrire, de sorte à ce que la grand-mère qui goûte ça au fin fond d'Abou se dise. C'est ça. Tu vois. Donc c'est ça moi qui me parle aujourd'hui. Donc bien sûr quand je le ferais ce serait documenté, tu vois, mais c'est comment est-ce qu'on arrive à préserver ça, parce que je connais plus le proverbe ou l'anecdote qui dit quand un sage meurt, je sais plus la c'est connaissance. C'est une bibliothèque qui brûle, oui, voilà, that's one. Amadou en Patéba. Merci. Mais tu vois, c'est malheureusement ce qui se passe. Tu vois, nous aujourd'hui on est jeunes, on a beaucoup moins de temps à passer en cuisine. Je sais pas quelle recette, je veux dire même les recettes que moi je fais, c'est parce que j'ai vu sur internet, mais bien sûr c'est quelqu'un aussi qui a fait, et donc l'authenticité se perd quelque part, alors que c'est très important de conserver cette tradition-là. Et justement, quand je parlais de l'exemple du Maroc, c'est ça qu'ils ont réussi à faire, tu vois. Après, je sais pas s'ils ont des écrits, mais c'est aujourd'hui une personne aussi jeune ou âgée
c'est la même chose, tu vois, Oui. ce travail uniformité-là qu'ils ont réussi à faire. Et c'est ce qu'on doit faire aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aimerais faire. En apprendre vraiment davantage sur la Côte d'Ivoire. Pas que... la Côte d'Ivoire, c'est pas qu'Abidjan, c'est pas que Yamoussoukro, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Aller au nord, aller à l'ouest, aller à l'est. Tu vois, je me souviens la première fois que j'ai goûté la sauce Tikliti. J'ai dit, c'est quoi ça? Ah oui, cette sauce dont on a parlé dans une série, bon, on entendait à chaque fois parler de cette sauce, donc on a dans l'esprit. Tu Tu parlais vois, de soft power, donc ce sont des visuellement, éléments. c'est un peu bizarre. Mais quand tu goûtes, et je connaissais pas du tout, j'ai dit, mais ça vient d'où? C'est quoi? Tu vois, et tout simplement, c'est ce genre de choses que moi j'ai envie de transmettre, de partager euh, avec tout le monde en fait. Est-ce que tu as, on va dire, un dernier regard sur ce parcours et, on va dire, des derniers conseils, enfin, pas les derniers, c'est sûr, mais quelques conseils que tu peux donner aux personnes qui nous suivent en ce moment? Bon, on a déjà donné les conseils tout à l'heure, au risque de se répéter. Bon, plus de conseils peut-être, mais, mais en tout cas, si tu as quelque chose en tout cas à rajouter à tout ce que tu nous as partagé en ce jour. Ou tu as tout passé en revue. J'ai Je tout pense passé qu'on en on a tout revue. égrené. Oui, non, Mais j'ai est-ce tout que tu as passé un dernier mot pour conclure quand même? Merci de m'avoir reçu. Bon, on est très content parce que c'est un super moment passé en ta compagnie, avec Ouais. ton parcours, avec Mm, des choses qu'on a découvertes aussi. mm, Et on est là pour ça. mm. Et on espère que peut-être on pourra te recevoir pour un autre angle complètement différent. Et ben, on va dire c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent.